Ma mère m'a mis à la porte parce que ma sœur m'a accusé d'être responsable de son divorce. Ma sœur pleurait de manière théâtrale, et mon père a crié « Sors d'ici. Tu ne es pas digne de cette famille. » Ils m'ont poussé dans la cour et ont jeté toutes mes affaires dehors. Je n'ai rien dit et je suis parti. Une semaine plus tard, alors que je lisais, un email est arrivé. En l'espace de 20 minutes, mon téléphone a explosé de messages. Ma sœur, s'il te plaît, n'envoie pas cet email. Ma mère, nous avons eu tort. S'il te plaît, donne-nous une chance. Mon père, nous devons parler. Reviens à la maison. J'ai répondu par 2 mots, non. Jamais. Mon nom est Claire Holloway. J'ai 30 ans. La nuit où ma famille m'a jeté dehors, j'ai appris que, dans certaines maisons, le mensonge le plus fort est toujours cru en premier. Ma sœur pleurait si fort dans le jardin qu'on aurait dit que toute sa vie venait d'être détruite, me pointant du doigt et disant que j'avais ruiné son mariage. Ma mère n'a pas posé une seule question. Mon père n'a pas demandé de preuves. Il m'a juste regardé avec dégoût et a crié « Sors d'ici. Tu n'es pas digne de cette famille. » Puis il a commencé à jeter mes affaires sur la pelouse. Mes chaussures ont atterri sur l'herbe mouillée. Mes livres sont tombés dans la terre. Un cadre photo s'est brisé contre l'allée. Ma sœur continuait de sangloter que j'avais présenté son mari à la femme qui avait détruit leur foyer, que j'avais ouvert la porte à sa trahison, que rien de tout cela ne serait arrivé si j'étais resté en dehors de sa vie. Je savais qu'elle mentait. Je l'ai su instantanément. Mais quand votre propre mère ne veut pas vous regarder et que votre père pousse votre valise du porche avec son pied, la vérité commence à paraître plus petite que la honte. Alors, je n'ai pas crié. Je n'ai pas imploré. J'ai ramassé ce que j'ai pu, j'ai marché jusqu'au trottoir et je suis parti. Une semaine plus tard, j'étais assise seule dans une petite dépendance louée, un livre ouvert sur mes genoux, essayant de réapprendre à mon corps ce que le silence ressentait, quand un email est arrivé. L'expéditeur m'a fait sursauter. L'objet m'a donné un nœud à l'estomac. Je l'ai ouvert, l'ai lu une fois, puis encore, et au moment où j'ai atteint la pièce jointe, j'ai compris exactement pourquoi ma sœur avait été si désespérée de me blâmer en premier. Dans les 20 minutes qui ont suivi, mon téléphone a explosé. Ma sœur, s'il te plaît, n'envoie pas cet email. Ma mère, nous avons eu tort. S'il te plaît, donne-nous une chance. Mon père, nous devons parler. Reviens à la maison. J'ai fixé l'écran, j'ai pensé au cadre brisé dans le jardin, et j'ai répondu par 2 mots, non, jamais. Mais avant de vous montrer ce qu'il y avait dans cet email, et pourquoi il a transformé ma famille, de juste à terrifié, en moins d'1 heure, dites-moi ceci, si vos propres parents vous jetaient dehors à cause d'un mensonge, leur pardonneriez-vous un jour? La vérité, c'est que la nuit où j'ai été jeté dehors n'était pas le début. C'était juste le moment où le mensonge de ma sœur a enfin trouvé un public. J'ai emménagé dans une petite dépendance du côté et de Savannah. 2 jours plus tard, elle avait des murs minces, des escaliers étroits, un tiroir de cuisine de travers qui ne se fermait jamais complètement, et une petite fenêtre au-dessus de l'évier faisant face à un mur de briques. Ce n'était pas joli, mais c'était à moi. Et il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant à être dans un endroit où personne ne pouvait soudainement décider que je n'y avais pas ma place. Je travaillais comme responsable des collections dans un musée maritime, ce qui sonne plus grand que ce que c'est. La plupart du temps, mon travail consistait à préserver de vieilles cartes, à cataloguer des instruments de navires disparus, et à manipuler des objets qui avaient survécu aux tempêtes, à la guerre, à l'eau salée et au temps. J'avais l'habitude de penser que cela me rendait calme sous la pression. Rire, après ce qui s'est passé avec ma famille, j'ai réalisé que cela me rendait juste doué pour manipuler les choses endommagées. Ma sœur aînée, Vanessa Holloway, vivait dans un monde complètement différent. Elle présidait des événements de bienfaisance, souriait pour les magazines locaux, organisait des brunchs pour des gens qui aimaient être photographiés en train d'aider les autres, et se déplaçait à Savannah comme si chaque pièce existait pour la mettre en lumière. Son mari, Adam Keller, était architecte. Calme, poli, parlant avec précaution, le genre d'homme en qui les gens faisaient immédiatement confiance car il ne semblait jamais avoir besoin d'attention. Pour les étrangers, il semblait parfait. Pour les gens qui connaissaient Vanessa assez bien, il semblait géré. 3 jours après mon déménagement, ma meilleure amie, Nina Brox, est arrivée avec des plats à emporter, 2 assiettes en carton, et suffisamment de colère en ma faveur pour chauffer toute la maison. Nina concevait des expositions de musées,
portait des taches de peinture sur ses jeans comme si elles faisaient partie de sa personnalité. Et a été un jour interdite d'un déjeuner de donateurs pour avoir dit à un membre du conseil que sa vision n'était que des bêtises coûteuses avec un mauvais éclairage. Elle s'est assise en tailleur sur mon sol pendant que je lui racontais tout. L'accusation, les cris, les cartons dans le jardin, la façon dont ma mère n'avait jamais demandé si c'était vrai. Quand j'ai eu fini, Nina a dit « Cette histoire est trop propre ». Vanessa n'a pas paniqué et inventé ça sur le coup. Elle l'a construite avant d'en avoir besoin. Je voulais discuter, surtout parce que j'étais assez fatigué pour douter de moi-même. Ou peut-être que j'ai raté quelque chose, ai-je dit. Peut-être que j'ai vraiment mis Adam en contact avec la mauvaise personne au mauvais moment. Nina a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Claire, c'est exactement sur quoi des gens comme Vanessa comptent. Ils vous font douter de votre propre mémoire pendant qu'ils dirigent tout le monde vers la version qui les protège. Puis elle a prononcé la phrase qui a tout changé, alors, arrête de penser émotionnellement et commence à penser historiquement. Que s'est-il passé avant le mensonge? Le lendemain, alors que je réétiquetais des outils de navigation en laiton dans l'entrepôt du musée, Nina m'a envoyé un SMS, Chloé Mercé va parler. N'en perds pas une miette. Chloé avait coprésidé des galas de bienfaisance avec Vanessa et avait l'un de ses cerveaux sociaux qui se souvenait de tout, qui était arrivé en retard, qui était parti tôt, qui souriait trop vite, qui buvait trop, qui disait une chose en public et une autre dans le couloir. Nous l'avons rencontrée ce soir-là dans un bar à vin près de Forsyth Park. Elle portait un rouge à lèvres vif et l'expression d'une femme qui regrettait d'avoir accepté ça avant même que nous nous asseyions. Au début, elle nous a donné des banalités polies, Vanessa était sous pression, le divorce avait été émotionnel, les familles sont compliquées. Puis Nina s'est penchée en avant et a dit, c'est élégant, Chloé, mais cela ne répond pas à la vraie question, pourquoi Vanessa était-elle si prête à blâmer Claire? Chloé est devenue silencieuse. Elle a remué la glace dans son verre une fois et a baissé la voix. Parce qu'elle avait déjà peur d'autre chose, a-t-elle dit. Mon pouls a bondi. Quelle autre chose? Elle a hésité, puis a finalement dit, il y avait des rumeurs sur Vanessa et un homme du conseil de restauration. Rien de public, juste des murmures, suffisamment pour qu'elle commence à surveiller Adam de près. Presque comme si elle avait besoin qu'il soit coupable avant que quiconque ne la regarde de trop près. C'était la première vraie fissure. Puis Chloé nous a donné un nom, Grant Ellis. Il s'occupait de la logistique du week-end de conservation du printemps. Elle a dit, si quelqu'un sait qui est où, c'est lui. Après le départ de Chloé, je suis restée assise à fixer mon verre. Nina était déjà en train de chercher son sac comme si la nuit ne faisait que commencer. Mais quand je suis rentré, l'adrénaline s'est dissipée et m'a laissé avec quelque chose de plus laid, l'épuisement. Une vraie fatigue. Le genre qui rend la disparition plus facile que le combat. J'ai regardé les messages non lus de ma mère me demandant d'être raisonnable. Et pendant quelques minutes, j'ai honnêtement envisagé de tout laisser tomber. Qu'ils gardent le mensonge. Qu'ils se gardent mutuellement. Qu'ils fassent semblant que j'étais le problème si cela m'apportait la paix. Puis mon téléphone a vibré. Nina m'avait envoyé une photo du tiroir de travers dans ma cuisine avec une seule phrase en dessous, même ce tiroir c'est qu'il est cassé. Ça ne veut pas dire que tu fais semblant qu'il marche. J'ai ri malgré moi. Ce stupide message m'a empêché d'abandonner. Et le lendemain matin, je suis allé rencontrer Grant. Grant Ellis nous a rencontrés dans un restaurant d'huîtres près de la rivière. Dès qu'il s'est assis, il était évident qu'il détestait le désordre. Il avait l'air du genre d'homme qui repasse ses chemises en écoutant de la musique classique et qui utilise des rappels de calendrier pour des choses que la plupart des gens se fient à leur mémoire pour se souvenir. Sa voix était calme, sa montre parfaitement polie, et ses premiers mots furent « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que votre sœur a dépassé les bornes. » Cela m'en a dit plus que n'importe quelle rumeur. Des hommes comme Grant ne se mêlent pas au drame à moins que leur silence n'ait commencé à ressembler à de la culpabilité. Il a expliqué que les rumeurs concernant Vanessa avaient commencé des mois avant la demande de divorce. Elle passait trop de temps avec Daniel Cross, un consultant en conservation marié qui se déplaçait dans le monde associatif de Savannah comme s'il appartenait à partout et nulle part à la fois. Au début, c'était facile à expliquer. Réunion de comité, planification de donateurs, calendrier d'événements. Puis vinrent les appels stratégiques tard le soir, les demandes de chambres inhabituelles pendant les week-ends du conseil, et deux moments distincts où Vanessa a commencé à poser des questions étranges sur Adam,
quelle femme il avait rencontrée lors d'événements du musée. S'il avait semblé distrait dernièrement, si quelqu'un l'avait vu parler à quelqu'un de nouveau. C'est ce qui m'a dérangé, a dit Grant. Elle ne demandait pas comme une femme inquiète. Elle demandait comme quelqu'un qui rédige une défense avant que l'accusation n'arrive. J'ai eu froid dans la poitrine. Tu es sûr? Il m'a jeté un regard si impassible qu'il m'a presque gêné de poser la question. Claire, je gère des gens pour gagner ma vie. Je connais la différence entre la panique et la planification. Puis il a glissé une impression pliée sur la table. C'était une feuille de logistique d'un week-end de conservation à Charleston. La plupart étaient routinières, heure d'arrivée, notes de chambre, contact des fournisseurs, mais, manuscrites dans la marge, il y avait 2 ajustements discrets, Vanessa Holloway, Daniel Cross, même étage, même aile. Réaffectation discrète. Pas d'époux en copie. Nina a expiré. J'ai fixé la page et senti mon estomac se serrer. C'était quelque chose, mais pas assez. Pas pour des gens comme mes parents. Pas pour une femme comme Vanessa. Elle peut expliquer ça, ai-je dit. Coïncidence liée au travail. Mauvaise image. Grant a hoché la tête. Probablement. C'est pourquoi vous avez besoin de quelque chose de l'intérieur du mariage. Il m'a donné le nom d'Adam avant que je ne le demande. Il se doutait que quelque chose n'allait pas bien avant qu'elle ne dépose la demande. Mais Vanessa a parlé la première, et une fois qu'elle l'a fait, tout le monde a cessé de poser des questions. J'ai contacté Adam ce soir-là. J'attendais le silence, peut-être de la colère, peut-être un refus poli. Au lieu de cela, il a répondu en moins de 10 minutes, « Je peux vous rencontrer demain. » Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin sur un banc ombragé dans l'une des vieilles places de Savannah. Adam ressemblait à un homme qui avait perdu le sommeil pendant des mois et ne l'avait admis que récemment. Il n'a pas perdu de temps. Vanessa a dit à nos 2 familles que vous m'aviez présenté à une femme par l'intermédiaire du musée, a-t-il dit. Elle a dit que des limites émotionnelles avaient été franchies. Je l'ai regardé droit dans les yeux. L'ont-elles été? Son visage tout entier s'est durci. Non, j'ai parlé à cette donatrice 2 fois, les 2 fois en public, et les 2 conversations ont duré peut-être 5 minutes. Vanessa avait besoin d'une version des faits qui la ferait paraître blessée plutôt que coupable. Je lui ai tendu l'imprimé de Grant. Il l'a lu lentement, la mâchoire serrée. Je le savais, a-t-il murmuré. Puis il m'a dit quelque chose qui a changé toute l'histoire. Des mois plus tôt, l'une des confirmations d'hôtel de Vanessa s'était synchronisée accidentellement avec une vieille tablette partagée. Elle l'avait supprimée avant qu'il ne puisse la sauvegarder. Mais il se souvenait du nom de l'hôtel car ce n'était pas un hôtel qu'ils utilisaient en couple et il n'y avait aucune raison qu'ils le fassent. Au moment où il l'a dit, tout mon corps s'est immobilisé. Le Ashcraft House Hotel, une propriété boutique en dehors de Savannah. Je le savais parce que le musée y avait organisé un dîner de donateurs l'année précédente et que j'avais coordonné les listes de contacts pour les réservations. Cela signifiait que si Vanessa avait réutilisé un ancien profil de réservation lié à cet événement et oublié de supprimer mon email du musée du système de notification vacant, toute correction, résumé de facturation ou avis de chambre automatisé aurait pu m'être envoyé par erreur. C'était un coup de chance, et avant que nous ne le poursuivions, l'univers nous a jeté une distraction. Chloé a envoyé un SMS à Nina cet après-midi-là, essoufflée par de nouveaux potins. Apparemment, une femme à l'église affirmait que Daniel n'était même pas le seul homme dont Vanessa s'était trop rapprochée. Pendant 2 heures, Nina et moi avons suivi cette piste à fond. Cela n'a mené à rien. Impasse, mauvais potin, peut-être du bruit délibéré. Je me suis assise à ma table de cuisine ce soir-là avec un mal de tête et une pile de papier et j'ai dit, et si tout cela n'était que des chuchotements et des coïncidences? Nina s'est appuyée contre mon comptoir, les bras croisés. Alors nous le découvrirons et nous arrêterons. Mais nous n'arrêterons pas juste parce que Vanessa est meilleure en performance que toi. Elle avait raison. Alors, au lieu d'affronter ma sœur avec des preuves à moitié et de la laisser s'en tirer en pleurant, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher quelque chose qu'elle ne pourrait pas masquer par une performance. Quelque chose qui ne se soucierait pas de la façon convaincante dont elle pleurait, quelque chose d'écrit. Le lendemain fut une torture. J'ai passé la matinée au musée à faire semblant de fonctionner comme un être humain normal, tandis que mes pensées tournaient autour de la même possibilité. Rire, pendant le déjeuner,
j'ai extrait des dossiers archivés du dîner de donateurs du musée à Ashcraft of Taos et j'ai cherché toutes les vieilles feuilles de logistique, listes de chambres et profils de notification que j'ai pu trouver. Et là, c'était un profil d'événement interne de l'année précédente avec mon musée attaché comme contact secondaire pour les ajustements de réservation et les corrections de facturation. Pas des notes d'invités privés, mais le débordement administratif auquel personne ne pense avant qu'il ne tourne mal. Si Vanessa avait réutilisé une partie de ce profil d'événement lors de la réservation d'un séjour privé et avait omis de supprimer mon adresse email du musée, le système de l'hôtel aurait absolument pu m'envoyer quelque chose par erreur. C'était tout ce dont j'avais besoin, une piste. J'ai rédigé un message prudent aux relations clientèle. Je n'ai accusé personne. Je n'ai pas mentionné une liaison ou ma famille ou le divorce de Vanessa. J'ai simplement expliqué que je croyais que mon email du musée était peut-être encore attaché par erreur à un profil de réservation réutilisé d'un précédent événement à but non lucratif et j'ai demandé si des avis administratifs récents avaient été mal acheminés. Puis je l'ai envoyé et j'ai essayé de ne pas vérifier ma boîte de réception toutes les 3 minutes comme une folle. L'après-midi suivant, je commençais à penser que la piste était morte. À 15 heures, je me détestais d'avoir espéré. À 16 heures, j'étais dans la salle de préparation du musée, tenant une boussole en laiton restauré, et je pensais que peut-être la preuve n'aurait de toute façon pas d'importance. Peut-être que ma famille avait déjà choisi l'histoire qu'elle préférait parce que c'était plus facile que la honte. Puis mon téléphone a vibré. Un nouvel email. Expéditeur, relation clientèle Ashcraft of Taos. Objet, correction du contact de notification secondaire résumé de facturation joint. J'ai posé la boussole et j'ai ouvert l'email. La première ligne était polie. La seconde a tout changé. L'hôtel s'excusait pour le désagrément et confirmait que mon adresse email était restée par erreur attachée comme contact de notification secondaire sur un profil de réservation exécutif réutilisé. Joints pour mes dossiers étaient les avis de réservation corrigés et les résumés de facturation qui avaient été générés avant que l'erreur ne soit découverte. Mes mains n'ont pas tremblé. Pas au début. J'ai ouvert le PDF et lu chaque page. Vanessa Holloway, Daniel Cross, 2 suites communicantes, 2 week-ends distincts, préférence de confidentialité demandée, service de 20h le soir, journaux de voiturier, service de chambre après minuit, une note mentionnant des arrangements d'accès discrets. Je suis revenu au corps de l'email et je l'ai relu parce que je devais être absolument certaine de comprendre ce que je regardais. Et là, c'était clair et dévastateur. Ce n'était pas des potins, des soupçons, ou un mystérieux avertissement anonyme. C'était une correction administrative nette de l'hôtel lui-même, expliquant que mon ancien email du musée était resté lié à un profil de réservation réutilisé et que les dossiers joints avaient été générés avant que l'erreur ne soit corrigée. C'était l'email. C'était la chose dont ma famille est devenue terrifiée, une confirmation ennuyeuse, professionnelle, impossible à nier en pleurant, que ma sœur avait été exactement là où elle n'aurait pas dû être, avec exactement l'homme avec qui elle n'aurait pas dû être. Pendant la même période où elle m'accusait d'avoir ruiné son mariage. J'ai envoyé un SMS à Nina avec 3 mots, je l'ai. Elle a appelé immédiatement, lis-le-moi. Je l'ai fait. Au moment où j'ai eu fini, elle était déjà dans sa voiture. Nous nous sommes assises sur le parking du musée avec la pièce jointe ouverte entre nous et elle a dit, c'est pourquoi des gens comme Vanessa craignent la paperasse. On peut discuter avec le drame. Les dossiers ne peuvent pas. J'avais encore un choix à faire, l'envoyer immédiatement ou confronter Vanessa d'abord. J'ai choisi la confrontation. En partie parce que je voulais voir son visage lorsque la performance échouerait. En partie parce que les menteurs acculés révèlent parfois plus qu'ils n'ont l'intention de le faire. Elle a ouvert la porte de son pavillon, vêtue d'un pull crème et d'un maquillage soigné, comme si la femme qui avait sangloté dans le jardin de nos parents avait été jouée par une doublure. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle claqué. Je suis entré avant qu'elle ne puisse me bloquer. Savoir pourquoi tu m'as blâmé pour ton divorce avant que quiconque ne demande ce que tu cachais. Elle a eu un petit rire sec. Tu es incroyable. J'ai levé mon téléphone. Ashcraft of Taos n'est pas d'accord. La réaction fut minime, mais je l'ai vue. Un scintillement, une pause, une seconde où l'actrice en elle a manqué son signal. De quoi parles-tu, a-t-elle demandé. Je lui ai tendu la première page du résumé de facturation. Ses doigts se sont resserrés. Ses yeux se sont baissés. Quand elle a relevé les yeux, la peur avait enfin remplacé la performance. « Où as-tu eu ça » a-t-elle murmuré.
de l'email que ton imprudence a envoyé à la mauvaise personne, ai-je dit. Elle a tenté le déni, puis l'indignation, puis l'offense. Alors maintenant, tu m'espionnes? Non, ai-je dit, tu as réutilisé un ancien profil et tu t'es accidentellement trahi. Elle s'est détournée, puis a dit la seule chose qui a fait froid dans la pièce, Adam partait déjà. Je me suis rapproché. Alors pourquoi me blâmer? Elle s'est retournée et a sifflé, parce que tu étais pratique. 4 mots. C'est tout. Pas de chagrin, pas d'excuses, pas de panique, juste de l'arrogance. Ma vie avait été plus facile à sacrifier que sa réputation. Cette phrase a tué le dernier brin de sympathie qu'il me restait. Je suis sorti sans dire un mot. À mi-chemin du pâté de maison, mon téléphone a commencé à s'illuminer d'appels de ma mère, puis de mon père, puis de Vanessa. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ils savaient déjà. La seule question était maintenant ce que j'allais en faire. Cette nuit-là, Nina et moi avons tout étalé sur ma table de cuisine, comme si nous construisions une pièce à conviction plutôt que de survivre à une trahison familiale. Les notes de chambre de Grant, la chronologie d'Adam, la capture d'écran de la menace de Vanessa, l'email de l'hôtel lui-même, les résumés de facturation joints, la formulation importait, l'ordre importait, et surtout, la source importait. Si j'avais juste transféré les factures de l'hôtel, Vanessa aurait dit que je les avais volées ou manipulées. Mais l'email des relations clientèle a changé cela. Il expliquait exactement pourquoi les documents m'étaient parvenus et rendaient l'ensemble plus difficile à déformer. Nous avons rédigé l'email avec soin. Pas de cris, pas d'insultes, pas de mélodrame, juste de la chronologie et des preuves. Je l'ai adressé à ma mère, à mon père, à Adam et à Vanessa. L'objet disait « Correction de fausses accusations et documentation jointe ». Dans le corps du texte, j'ai déclaré que j'avais été faussement accusé d'avoir causé la rupture du mariage de Vanessa en présentant Adam à une autre femme. J'ai déclaré que ce matin-là, j'avais reçu une correction administrative de l'Ashcraft House Hotel confirmant que mon email du musée était resté attaché par erreur à un profil de réservation réutilisé. J'ai déclaré que les documents joints attestaient que Vanessa Holloway et Daniel Cross avaient réservé des suites communicantes pendant la même période au cours de laquelle Vanessa avait redirigé les soupçons vers moi. Puis j'ai joint l'email de l'hôtel lui-même, suivi des résumés de réservation. À la fin, j'ai écrit une dernière phrase, « Je ne continuerai pas à porter un blâme qui a été fabriqué pour protéger la trahison de quelqu'un d'autre. » Je l'ai envoyé à 8h12 ce matin-là. 7 minutes plus tard, Vanessa a appelé. Puis encore, puis ma mère. Puis mon père. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À 8h29, les SMS ont commencé. Vanessa, s'il te plaît, n'envoie pas cet email ailleurs. Ma mère, nous avons eu tort. S'il te plaît, donne-nous une chance. Mon père, nous devons parler. Rentre à la maison. Puis un autre de lui, cela doit rester privé. Privé? Ce mot m'a presque fait rire. Il n'y avait rien de privé à ce que mes affaires soient jetées dans le jardin comme des ordures. J'ai fixé l'écran, me suis souvenu du son de la voix de mon père me disant que je n'étais pas digne de la famille, et j'ai renvoyé 2 mots, non, jamais. Adam a appelé d'un numéro que je n'avais pas encore mis en silencieux. Et quand j'ai répondu, il est resté silencieux un instant avant de dire « merci ». Pas parce qu'il était heureux, pas parce que la vérité rendait le divorce plus facile, mais parce que quelqu'un avait enfin écrit ce que Vanessa avait passé des semaines à essayer d'enterrer dans la performance. Il m'a dit que son avocat utiliserait l'email et les pièces jointes. Il a également dit que la femme de Daniel avait déjà remis en question des frais d'hôtel inexpliqués une fois auparavant et qu'on lui avait menti. Maintenant, elle avait des raisons de cesser d'accepter des réponses vagues. Vers midi, ma mère est apparue au musée. Un bénévole est venu me dire qu'une femme bouleversée attendait dans le hall. Et dès que je l'ai vue, debout sous la fresque de navire ballotté par la tempête, tordant la lanière de son sac à main, j'ai su pourquoi elle était venue. « Claire, s'il te plaît » a-t-elle dit dès qu'elle m'a vu. « Ne nous fais pas ça. » Ce mot, « nous » a sonné comme une insulte. « Tu m'as déjà fait quelque chose » ai-je dit. « Tu m'as jeté dehors sans poser une seule question. » Elle a commencé à pleurer immédiatement. Vanessa nous a dit. Je sais ce que Vanessa vous a dit, les jeux coupés. Je veux savoir pourquoi ma propre mère ne s'est pas souciée de savoir si c'était vrai. Elle a essayé le langage habituel, émotion, confusion, famille, panique.
Puis la vraie phrase a finalement glissé, si ça se sait, Vanessa pourrait tout perdre. C'était ça. Pas de chagrin pour moi, mais de la peur pour elle. Elle aurait dû y penser avant d'utiliser ma vie comme un tampon, ai-je dit. Elle a tendu la main vers mon bras. Je me suis reculé. Rentre à la maison, a-t-elle murmuré. On peut arranger ça. Je l'ai regardé longuement et j'ai dit, une maison n'est pas un foyer quand elle jette la mauvaise fille pour protéger la coupable. Ce soir-là, mon père m'a envoyé un SMS me demandant de venir à la maison pour une conversation. J'y suis allé parce qu'une partie de moi avait besoin d'entendre ce que la vérité sonnait dans cette pièce une fois que le mensonge ne fonctionnait plus. Vanessa était déjà là, pâle, en colère. Ma mère avait des mouchoirs prêts sur la table basse. Mon père se tenait derrière sa chaise comme si la posture pouvait en quelque sorte créer de la dignité. Il a commencé par « Tu as marqué ton point ». J'ai dit « Non, les documents ont marqué mon point. Je les ai juste transmis ». Vanessa a commencé à parler de pression, de solitude, de tension émotionnelle, de la complexité des mariages, des erreurs qui se produisent. Puis elle a adouci sa voix et a dit « Je n'ai jamais voulu que Claire soit blessée à ce point. Je l'ai fixée. Tu as utilisé mon nom avant que quiconque ne pose de questions. Tu voulais que je sois blessé suffisamment pour te sauver. » Pour la première fois de la soirée, personne ne m'a interrompu. Mon père a finalement demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» C'était la première vraie question que quelqu'un m'avait posée depuis le jardin. « Je veux la vérité », ai-je dit clairement. J'ai répondu « Je n'ai pas causé votre divorce. Je n'ai pas trahi cette famille. J'ai été jeté dehors parce que Vanessa a menti. » Le silence s'est éternisé. Puis mon père a dit sans me regarder « Tu n'as pas causé le divorce. » Ma mère a ajouté « Nous avons agi trop vite. » Trop vite, pas cruellement, pas honteusement, juste trop vite. Puis j'ai regardé Vanessa et j'ai demandé « L'admets-tu » Elle a fermé les yeux et a murmuré « Oui. » Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, c'était tardif, mince, lâche. Et puis mon père a gâché même cela en disant « Maintenant, nous devons gérer cela en famille. » C'est alors que j'ai compris exactement ce qu'il voulait. Pas de justice, pas de guérison, mais de la contention. Alors je me suis levé et j'ai dit « Vous ne demandez pas pardon. Vous demandez le contrôle. » Personne n'a nié. Je suis sorti pour la deuxième fois. Et cette fois, personne n'a prétendu ne pas savoir pourquoi. Une fois que la vérité fut écrite, elle cessa d'appartenir uniquement à ma famille. L'avocat d'Adam a demandé des copies de l'email de l'hôtel et des pièces jointes, et je les lui ai envoyées. Daniel Cross a brusquement démissionné de 2 comités de conservation dans la même semaine. Une famille de donateurs s'est discrètement retirée d'un événement que Vanessa était censée aider à diriger. Une coprésidente d'œuvre de bienfaisance a trouvé une excuse d'emploi du temps pour prendre ses distances. Rien de tout cela ne s'est produit parce que j'ai couru partout en ville racontant mes affaires. C'est arrivé parce qu'une fois la preuve existante, les gens commencent à poser leurs propres questions. Et ma sœur avait construit toute sa vie sur l'hypothèse que personne ne le ferait jamais. 3 jours plus tard, Vanessa s'est présentée seule à ma petite dépendance. Pas de maquillage, pas de sourire poli, pas de témoin. Elle se tenait derrière la moustiquaire, les bras serrés autour d'elle comme si elle avait froid. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. J'ai gardé la moustiquaire entre nous. « Dis ce que tu es venu dire. » Elle paraissait plus petite que d'habitude, mais pas plus douce. C'est une différence importante. Daniel nie tout au-delà de l'amitié. Elle a dit, Adam utilise les documents. Maman ne dort plus. Papa ne me regarde même plus. Tu as eu ce que tu voulais. Cette phrase m'a dit qu'elle ne comprenait toujours rien. Non, ai-je dit, ce que je voulais, c'était de ne pas être jeté de ma maison à cause de ton mensonge. Sa mâchoire s'est serrée. J'étais désespéré. Tu étais délibéré. Elle a tressailli à cela. Pendant une seconde, j'ai presque vu de l'honnêteté. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle dit. C'est allé exactement aussi loin que tu étais prête à le laisser aller, tant que ça retombait sur moi au lieu de toi. Puis elle a demandé si je pouvais parler à Adam et lui demander d'être raisonnable. J'ai carrément ri. Tu m'as blâmé pour ton divorce. Tu m'as fait jeter. Et maintenant tu veux que je t'aide à gérer les conséquences. Je suis ta sœur, a-t-elle claqué.
Tu l'étais, ai-je dit calmement. Jusqu'au moment où tu as décidé que ma vie était un dommage collatéral acceptable. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi, ce qui aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. Alors c'est ça, a-t-elle exigé. Tu me coupes les ponts pour toujours. J'ai pensé aux années d'excuses, à la façon dont elle m'avait appelé pratique, à l'absence totale d'une vraie excuse. Non, ai-je dit. C'est toi qui m'as coupé la première. Je refuse juste de ramper pour revenir. Elle est partie furieuse. Étrangement, cela m'a fait me sentir plus légère. La colère signifiait qu'elle m'avait entendu, même si elle ne l'admettrait jamais. Ma mère a appelé cette nuit-là, me demandant d'être compatissante. Mon père a envoyé un SMS 2 jours plus tard, proposant une thérapie familiale maintenant que tout était au grand jour. J'ai ignoré les deux, non pas parce que je voulais me venger à ce moment-là, mais parce que j'avais enfin appris la différence entre guérir et être ramené dans une performance. À peu près au même moment, ma directrice de musée m'a appelé dans son bureau. Je suis entré en me préparant à la possibilité que le nom de Daniel Cross puisse s'immiscer dans ma vie professionnelle. Au lieu de cela, elle a dit, j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des retombées personnelles touchant certains cercles à but non lucratif. Si quelqu'un essaie d'entraîner le musée ou votre rôle dans des rumeurs, nous y mettrons fin. J'ai failli pleurer de la simple nouveauté d'être protégé sans avoir à le supplier. Les semaines passèrent. La dépendance commença à ressembler moins à un exil et plus à un début. Nina m'a aidé à peindre un mur en bleu marine, car, selon ses mots, tu as besoin d'au moins une surface dans cet endroit qui ressemble à un futur. Elle continuait aussi à m'apporter de petits cadeaux pratiques, une boîte à outils, de bons torchons, des étiquettes pour mes bocaux de garde-manger, une lampe qui éclairait vraiment toute la pièce. Chacune de ces choses signifiait plus que les grands messages émotionnels que ma famille a commencé à envoyer une fois qu'ils ont réalisé que je ne reviendrais pas automatiquement. Ma mère m'a finalement laissé un message vocal disant « Je sais que nous t'avons déçu ». C'était le plus proche qu'elle ait été d'une véritable excuse. Mon père n'est jamais allé aussi loin. Son remords est resté procédural, comme si une déclaration corrigée pouvait équilibrer l'humiliation publique. Ce n'était pas le cas. Et dans le silence après tout cela, j'ai réalisé quelque chose à propos des histoires de vengeance que personne ne dit assez, la vengeance ne consiste pas toujours à détruire quelqu'un. Parfois, il s'agit de refuser de continuer à porter ce qu'ils ont mis sur vous. Parfois, il s'agit de laisser la vérité faire le gros du travail pendant que vous sortez du mensonge. Environ un mois après l'email, Adam a demandé à me rencontrer une dernière fois dans un café près de la rivière. À ce moment-là, le divorce était passé du choc à la logistique, et il semblait moins brisé qu'avant, bien que toujours fatigué, de cette façon profonde et permanente que la trahison laisse sur un visage. Il a glissé un document sur la table et a dit « Vous pourriez vouloir ça ». C'était une déclaration signée de sa part confirmant en langage clair que je n'avais jamais interféré dans son mariage, jamais encouragé aucune relation inappropriée, et que j'avais été faussement blâmé après que l'implication de Vanessa avec Daniel Cross ait commencé à faire surface. Je l'ai fixé longuement. Après des semaines à défendre ma réalité, la voilà, par écrit, de la part de la seule personne dont la voix rendait le mensonge impossible à raviver. Tu n'avais pas à faire ça, ai-je dit. Il a esquissé un demi-sourire fatigué. Peut-être pas, mais j'en ai marre de regarder Vanessa tout réécrire. Puis il a ajouté la phrase qui m'est restée plus longtemps que le papier lui-même, tu étais la seule personne honnête dans une maison pleine de performances. C'était le véritable centre de toute l'histoire, la performance. Vanessa jouait la victime. Ma mère jouait la paix. Mon père jouait l'autorité, et pendant des années, j'ai joué le pardon, espérant que cela me vaudrait finalement de les quitter. Ce ne fut pas le cas. Une fois que j'ai cessé de jouer, tout a changé. Mes parents ont ensuite apporté les dernières choses qui restaient chez eux. Ma mère a pleuré dans l'allée. Mon père a porté la boîte la plus lourde comme si un travail silencieux pouvait d'une manière ou d'une autre remplacer le remords. Quand il a dit « Il y aura toujours une place pour toi chez nous », j'ai répondu « Il n'y en avait pas quand ça comptait ». Il n'a eu aucune réponse. C'était peut-être le premier silence honnête qu'il m'ait jamais accordé. Vanessa a déménagé de la maison de ville peu de temps après. Daniel Cross a disparu du circuit associatif. Ma sœur n'a pas absolument tout perdu. Les gens comme Vanessa le font rarement. Mais elle a perdu quelque chose sur quoi elle avait toujours compté, le pouvoir de façonner le récit avant l'arrivée des faits. Quant à moi, je suis resté à Savannah.
J'ai gardé mon travail. J'ai recommencé à dormir la nuit. J'ai appris quel escalier dans la dépendance grinçait et j'ai arrêté de l'entendre comme de la solitude. Nina n'arrêtait pas d'insister sur le fait que j'avais l'air plus grande dernièrement. Peut-être que oui. La honte courbe la colonne vertébrale plus que le chagrin. Le jour de l'anniversaire de la nuit où j'ai été jeté dehors, ma mère a envoyé un SMS, « Je prie toujours pour que tu reviennes vers nous. » Je l'ai fixé un instant avant de répondre, je suis revenu à moi-même. Cela doit suffire. Et ça l'a été, parce que la vraie fin de cette histoire n'est pas seulement qu'un email a tout changé. C'est comment il a tout changé. L'email venait de l'Ashcraft House Hotel, envoyé par les relations clientèle pour corriger une erreur de contact que Vanessa n'avait jamais remarquée. Il expliquait que mon ancien email du musée était resté par erreur attaché à un profil de réservation réutilisé et incluait des résumés de facturation montrant que Vanessa et Daniel avaient réservé des suites communicantes pendant la même semaine où elle m'accusait d'avoir ruiné son mariage. Ce seul email a exposé l'affaire, exposé le mensonge, exposé à quelle vitesse ma famille a choisi la commodité plutôt que la vérité, et exposé à quel point ils sont devenus terrifiés au moment où la paperasse a remplacé le drame. C'est pourquoi les messages sont arrivés si vite. Non pas parce qu'ils m'aimaient soudainement mieux, mais parce qu'ils ont soudainement compris que j'avais des preuves. Les gens parlent de vengeance comme si elle devait ressembler à du feu pour compter. La mienne ne l'a pas fait. La mienne ressemblait à un objet clair, à une pièce jointe d'hôtel, et à la fin de ma coopération. La mienne ressemblait à un refus de rentrer à la maison juste parce que les gens qui m'avaient brisé avaient enfin peur. La mienne ressemblait à deux mots, non, jamais. Ma mère m'a mise à la porte parce que ma sœur m'a blâmé pour son divorce. Puis un email a tout changé. Non pas parce qu'il a créé la vérité, mais parce qu'il a forcé tous ceux qui s'en cachaient à enfin la voir par écrit. Et voici la question qui me reste toujours. Quand les gens ne s'excusent qu'après que les preuves les aient acculés, est-ce de l'amour ou juste de la peur arborant un visage plus doux? De mon point de vue personnel, cette histoire ressemble à une puissante leçon de vie sur la vérité, le respect de soi et l'importance de la pensée critique. Parfois, les gens se précipitent pour juger sans chercher une réelle connaissance ou compréhension, et cela peut profondément endommager les relations. C'est pourquoi l'éducation, la conscience émotionnelle et la capacité de remettre en question ce que nous entendons sont des compétences si précieuses dans la vie. Des connaissances utiles nous aident à rester calmes, à penser clairement et à protéger notre intégrité lorsque les situations deviennent injustes. En fin de compte, la vérité parle souvent plus fort que les accusations. Alors, je voudrais vous demander, si vous étiez dans cette situation, vous battriez-vous pour prouver la vérité, ou choisiriez-vous de partir et de commencer?